Bonjour à tous, bonjour membres de la filière. Nous allons aujourd'hui traiter ensemble pendant une heure un sujet extrêmement intéressant, un sujet d'actualité, qui est l'interféron, ou plutôt les interférons, les stratégies anti-interférons, en prenant comme fil rouge évidemment une maladie que tout le monde connaît, qui est le lupus systémique. C'est un sujet que l'on traitera en 4 parties. Une première partie qui va être consacrée à l'interféron et ses isoforbes. Une deuxième partie qui va être plus consacrée à l'importance de l'interféron dans la physiopathologie du lupus et ses différentes implications. Et deux dernières parties qui seront thérapeutiques. L'une directement intitulée Stratégie anti-interféron dans le lupus, et une dernière partie qui sera un peu les différentes propositions, les ouvertures pour l'avenir. Alors la première partie va traiter des interférons. Les interférons sont en fait des cytokines à multifacettes, pour de nombreuses raisons. Multifacettes parce que c'est un groupe de cytokines différents, des cytokines assez nombreuses, et une deuxième raison, expliquer le terme multifacette, c'est qu'elles ont des fonctions extrêmement différentes. Alors d'abord, la cytokine interféron n'est pas une cytokine, mais ce sont 3 types de cytokines. Les cytokines interféron de type 1, qui elles-mêmes comprennent 5 sous-classes, dont l'interféron alpha. Vous voyez que si on va dans le détail, il y a même 12 sous-types d'interféron alpha. Donc il y a une complexité intrinsèque déjà de l'interféron de type 1. Et vous avez aussi les interférons de type 2 et de type 3, de type 2 l'interféron gamma, qui ont des fonctions différentes. Ces interférons, et on va se concentrer sur l'interféron de type 1, les interférons de type 1, surtout l'alpha et le bêta, qui ont été les plus étudiés. L'alpha, qui est la cytokine de type 1 la plus fréquente, est produite par une professionnelle, on y reviendra, une professionnelle de la production, qu'on appelle PDC, pour cellules dendritiques plasmacytoïdes. Mais beaucoup d'autres cellules peuvent en produire. Une des particularités de l'interféron de type 1, et notamment de l'isoforme alpha, c'est d'être produite essentiellement sous l'effet d'une stimulation. Alors, classiquement, la stimulation par une infection virale. Il y a peu de production constitutive. En d'autres termes, les cellules qui en produisent, surtout la fameuse PDC, la dendritique plasmacytoïde, mais d'autres cellules, sont tapis dans les tissus, et notamment dans la peau, et à l'occasion d'une agression, elles vont décharger, produire de l'interféron alpha. Donc peu de production constitutive, mais surtout une production à l'occasion d'une stimulation, qu'elle soit virale ou qu'elle se fasse par des mécanismes immunologiques. L'autre point d'intérêt, c'est de comprendre l'induction des voies de l'interféron. L'interféron étant une cytokine, elle est même produite par des cellules, mais elle a une action sur d'autres cellules. Donc on va s'intéresser à ces mécanismes-là. Donc pour être bien clair, on va comprendre comment l'interféron ou les interférons sont produits et quelle est l'action des interférons sur les cellules. C'est deux parties différentes, sachant qu'évidemment, les choses se croisent, puisque l'interféron produit est capable, évidemment, de stimuler la cellule productrice en boucle autocrine. Donc vous voyez que les circuits s'enchaînent. Il faut savoir que chaque sous-type d'interféron peut être produit par des cellules différentes. Tout ne fait pas tout. Il y a des cellules qui produisent plutôt d'interférons de type 1, de type alpha, et d'autres types d'interférons. Et souvent, la spécificité de production est liée en fait au stimuli de la cellule. Ça, c'est assez intéressant de comprendre, ce qui permet de disséquer un mécanisme extrêmement fin. Donc, de nombreuses cellules produisent de l'interféron de type 1. Sur ce schéma, 3 choses importantes. La première chose, il y a 2 grands types de cellules, les professionnels de production de l'interféron alpha, essentiellement la dendritique plasmacytoïde PDC, mais aussi les monocytes, des cellules accessoires qui produisent de l'interféron bêta, alpha et d'autres cytokines, notamment les fibroblastes, d'autres cellules dendritiques, les cellules épithéliales. Donc beaucoup de cellules en produisent, mais les cellules ont des fonctions un peu différentes et il y a véritablement des professionnels de la synthèse d'interféron alpha. La deuxième chose, c'est les stimuli. Qu'est-ce qui fait produire de l'interféron alpha ou de l'interféron bêta? On voit sur ce schéma qu'il y a des acteurs, des débris bactériens, de l'ARN, de l'ADN, qui vont agir sur des récepteurs, soit de membrane, les PRR de membrane, PRR pour Pathogen Recognition Receptor, qui peuvent être membranaires ou qui peuvent être intracellulaires. Les intracellulaires, il y en a 4 très importants, TLR 3, 7, 8, 9, qui sont vraiment les professionnels, les TLR, les récepteurs endosomaux spécifiquement dédiés à la production d'interféron alpha.
Donc ce phénomène est important. Le dernier phénomène est que ce phénomène physiologique de production d'interférons par ces cellules-là est un phénomène régulé, puisqu'à un moment donné, cette production d'interférons après la fin de la stimulation va s'arrêter, et les mécanismes d'arrêt sont liés à l'éradication du pathogène quand c'est un virus, mais aussi à des phénomènes de régulation qui sont la dégradation et l'inhibition de facteurs de transcription ou la régulation par des micro-ARN qui viennent bloquer le dispositif de production d'interférons. Ces cellules, pour produire de l'interféron alpha, vont mettre en jeu une machinerie très particulière. Donc de façon plus détaillée, on rentre un peu dans le détail de la production. Vous voyez les débris microbiens, l'ADN ou l'ARN qui peuvent être endogènes ou exogènes, vont agir sur des récepteurs. Et si on fait un focus un peu plus précis, on revient sur nos récepteurs de type PRR, mais on voit bien que dans la cellule, il existe aussi des récepteurs différents et qui sont importants pour la production d'interférons, comme le récepteur MDA5, RIG1 et STING, dont on reparlera en parlant de pathogénie. Et ces récepteurs MDA5, RIG1 et STING, eux sont sensibles plutôt à des acides nucléiques ARN et ADN endogènes, alors que les PRR qu'on citait précédemment, membranaires ou endosomaux, sont sensibles à des ARN et des ADN exogènes. Cette mécanique qui se met en place pour entrer dans le détail du fonctionnement va mettre en jeu des facteurs de transduction qu'on appelle IRF, et ces facteurs sont au nombre de 4 au moins, et c'est la phosphorylation de ces facteurs par la cascade d'événements de stimulation qui va faire stimuler la synthèse des gènes de la famille interféron, ainsi que d'autres chymokines, pour aboutir, in fine, à ce qu'on appelle une signature interféron. Donc tout ça fait de la production d'interférons, et cette production d'interférons va s'exprimer sous la forme d'une signature interféron, qui est en fait l'expression plus d'une centaine de gènes dépendant de l'interféron. Si on s'intéresse précisément à la relation en fait intracellulaire entre toutes ces voies, vous voyez qu'il y a la voie des PRR qui fait produire de l'interféron, et l'interféron elle-même, cette cytokine qui vient en boucle autocrine stimuler la cellule. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des travaux récents, c'est une actualité toute récente, qui montrent que ces voies collaborent et coopèrent. Un facteur très important est un facteur qui vient d'être découvert, qui est le facteur TBK1, qui est un facteur propre à la cellule dendritique plasmacytoïde, qui est un facteur régulateur. Vous voyez sur ce schéma, quand un PRR est stimulé par un débris microbien, il met en jeu TBK1, qui va mettre en jeu IRF3, qui fait produire de l'interféron. Mais ce facteur TBK1, c'est très intéressant, il est aussi capable d'activer STAT3, qui est un inhibiteur de STAT1, bloquant finalement la voie de l'interféron. Donc c'est un schéma intéressant pour montrer qu'il y a véritablement une homéostasie au sein de la cellule dendritique plasmacytoïde, qui est une régulation entre la voie qui fait faire de l'interféron et l'interféron elle-même, cette cytokine qui agit en boucle autocrine. Pourquoi je vous parle de ce facteur TBK1? C'est qu'il a été étudié plus précisément dans des modèles précliniques chez la souris. Et vous voyez que quand on supprime spécifiquement dans les cellules dendritiques TBK1 chez cette souris, en fait, on induit une sorte de maladie auto-immune, de maladie lymphoproliférative, puisqu'on voit que cette souris sans TBK1 a une activation aberrante de lymphocytes Th1, une activation du système immunitaire, à la fois néfaste sous la forme d'auto-immunité, mais bénéfique aussi, puisqu'il y a une activation de l'immunité antitumorale. Donc c'est la démonstration qu'il y a encore des cibles thérapeutiques et des mécanismes à connaître, et que ces mécanismes, un jour peut-être, sont utilisés en thérapeutique humaine. Beaucoup de cellules produisent de l'interféron, et on a vu comment se fait cette production d'interféron par les PRR, par les récepteurs intracytoplasmiques, comment cette production d'interféron va potentiellement se réguler au sein de la dendritique plasmacytoïde. Et maintenant, l'autre volet est de comprendre comment l'interféron va agir sur les cellules et induire un événement dans ces cellules-là. Donc vous voyez sur ce schéma, les interférons, alpha ou bêta, vont agir sur un récepteur spécifique qui lui-même agit par une voie de signalisation qui est très célèbre aujourd'hui, qui est la voie JAK-STAT. Donc cette voie est très bien comprise aujourd'hui, très bien établie, et que vous voyez bien, la connexion entre cette voie JAK-STAT va se connecter sur un nouvel facteur de transcription qu'on appelle IRF,
qui lui-même va passer dans le noyau et induire la signature interféron, c'est-à-dire stimuler tous les gènes qui dépendent de l'interféron. Donc voilà ce qu'induit l'interféron sur la cellule, avec une dissection moléculaire qui n'est pas exhaustive, mais c'est un schéma un peu simplifié de ce qui se passe. Selon les cellules, ce schéma est différent, les schémas sont assez compliqués, et ils ont d'ailleurs été étudiés dans un papier récent que je cite, qui vous montre la complexité de la signalisation induite par l'interféron. Alors c'est le schéma appliqué à la cellule dendritique plasmacytoïde qui produit l'interféron, mais qui est elle-même sensible à l'interféron. Et vous voyez que ces voies sont assez complexes, puisqu'il y a de nombreux récepteurs en jeu, des récepteurs membranaires, mais aussi des récepteurs intracellulaires, montrant la complexité de ces voies d'activation intracellulaires. Ces voies d'activation intracellulaire ont mis en exergue, dans un article très récent, un élément d'actualité qui paraît très très intéressant et qui explique peut-être un certain nombre de choses qu'on ne comprenait pas, notamment les effets paradoxaux des anti-TNF. Pour comprendre ça, il faut savoir que chaque cytokine peut avoir un effet blanc ou noir. En fait, c'est le yin et le yang des cytokines. Vous voyez sur ce schéma, deux voies, celle du TNF, celle de l'interféron. La voie du TNF est capable, par le TNF soluble et membranaire, d'activer des récepteurs de type 1 ou de type 2 et, in fine, d'agir par des voies de signalisation qu'on connaît bien, la voie NF-κB ou la voie des MAP kinases. Et en fonction de la cytokine, qu'elle soit membranaire ou soluble, du récepteur en jeu et de la voie d'activation intracellulaire, vous avez un effet qui est plutôt inflammatoire ou plutôt anti-inflammatoire. Et clairement, pour la cascade TNF récepteur, on sait que le TNF membranaire, quand il agit sur le récepteur de type 2, il est plutôt anti-inflammatoire, il est plutôt régulateur. Pour la voie de l'interféron, en bleu, sur ce schéma, vous voyez que l'interféron de type 1 agit sur un récepteur et active, là aussi, préférentiellement la voie de JAK-STAT, mais peut-être d'autres voies aussi, certainement d'autres voies, comme la voie NF-κB. Et là aussi, dualité de la réponse. La réponse, elle peut être activatrice, stimulation du système immunitaire pour éliminer le virus, ou alors l'activation peut être immunosuppressive, vous avez une action tout à fait inverse. Ce système dual est assez spécifique à l'homme, il existe chez la souris, mais sous d'autres formes. C'est pour ça qu'il est assez difficile à étudier, il ne peut l'être que sur des cellules humaines. Alors, l'application en fait de ce système-là est intéressant, parce qu'on sait effectivement que les macrophages humains sont capables, sous l'effet du TNF, le TNF induit une réaction anti-inflammatoire. C'est ce qu'on appelle la cross-tolérance. Donc c'est paradoxalement une cellule qui est stimulée par des débris microbiens par exemple, elle va produire du TNF qui ne va pas être un inducteur de l'inflammation, mais un inducteur de l'anti-inflammation. Une sorte de mécanisme de tolérance, le macrophage devient un macrophage anti-inflammatoire. Donc c'est un élément intéressant. Il faut comprendre comment se fait les choses. On sait aujourd'hui que cette modulation se passe par des mécanismes, sans entrer dans le détail, qui sont des mécanismes de remodelage de la chromatine, des mécanismes épigénomiques. L'étude de la collaboration entre le TNF et l'interféron a démontré une chose extrêmement intéressante, c'est que cette coopération interféron-TNF fait que l'interféron peut être capable d'annuler l'effet anti-inflammatoire du TNF sur ces macrophages-là. Vous voyez sur ce schéma, pour reprendre les deux voies, vous avez une stimulation par un débris microbien, qui est en l'occurrence le LPS, qui induit une production via NF-κB de TNF. Cette production de TNF, en fait, est plutôt anti-inflammatoire. Elle va avoir un effet de réduction de l'inflammation par une action épigénomique sur la chromatine. Vous voyez que parallèlement, si cette cellule est soumise à de l'interféron de type 1, cet interféron va annuler en fait l'effet de cross-tolérance du TNF-alpha. En d'autres termes, cet interféron va resensibiliser le macrophage au débris microbien et le rendre à nouveau pro-inflammatoire. Donc vous voyez le cercle vicieux qui peut exister entre une réponse anti-inflammatoire, si elle est arrosée d'interféron dans un contexte post-viral, vous pouvez en fait l'amplifier, en tout cas annihiler la réponse anti-inflammatoire et restaurer une réponse pro-inflammatoire qui peut être extrêmement délétère. Donc c'est un point d'intérêt qui vous montre toute la complexité de ces voies-là, des éléments d'actualité très récents, et vous montre qu'on essaie de comprendre de mieux en mieux comment ces voies cytokiniques collaborent et in fine, pour un jour, mieux traiter les malades, mieux comprendre comment ça se passe.
Pour finir sur cette première partie compliquée, on va finir sur une partie pratique, c'est comment doser l'interféron, parce que vous avez compris l'importance de cette cytokine en général, qu'on appliquera au lupus. Alors comment doser l'interféron? Jusqu'à présent, la meilleure façon de doser, c'est de faire en fait une signature génétique. Alors c'est pas facile en pratique quotidienne, bien s'il y a des techniques aujourd'hui assez simples, où on peut utiliser finalement l'expression de 4-5 gènes de la réponse interféron, qui sont des gènes souvent de chémokine, et en analysant la réponse chémokinique sur 5-6 gènes, on se dit voilà, il y a 5-6 gènes activés, donc c'est une réponse de type interféron, une signature interféron, et c'est comme ça qu'on fait. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait comme ça? On fait comme ça parce que les dosages immunoenzymatiques classiques, ELISA ou tous les multiplex ELISA, ne sont pas assez sensibles pour doser cette cytokine dans le sang. Donc on passe finalement par une signature indirecte. On ne regarde pas la cytokine, on ne la dose pas directement parce qu'on ne savait pas le faire très bien jusqu'à présent, et on regarde plutôt l'expression des gènes stimulés par l'interféron, cette fameuse signature interféron. Cependant, cette signature interféron, ça n'est pas parfait. Vous avez compris que c'est compliqué, enfin c'est pas très simple à faire en pratique quotidienne, mais elle est aussi mimée par l'interféron de type 2, donc si vous cherchez une réponse de type 1, eh bien, vous allez la confondre potentiellement avec une réponse de type 2, peut-être pas très grave, mais il faut le savoir. Et dernier élément, il faut savoir que quand vous analysez le sang complet ou les globules blancs du sang, et que vous étudiez la réponse génomique de ces cellules, de ces globules blancs du sang, pour rechercher la signature interféron, vous allez regarder des cellules, des globules blancs qui sont très différents, dont la signature est très hétérogène. Donc c'est un mélange de choses qui n'est pas toujours très facile à analyser. Donc on est passé en fait à des dosages différents. La première étape a été d'essayer de trouver des dosages fonctionnels sur des cellules, mais ça reste compliqué. Vous voyez qu'il y a deux grands types de cellules, ou des cellules bricolées, où on induit en fait le gène de la luciférase. C'est quelque chose qui fait de la couleur, et qu'on peut contrôler cette luciférase par un plasmide qui est lui-même inductible par l'interféron. En d'autres termes, vous voyez, on met une sorte de marque colorée dans une cellule, et cette marque colorée ne s'allume que quand son promoteur est stimulé par l'interféron. Donc, si cette cellule, vous la baignez dans du sang, du plasma qui contient un interféron, la cellule va briller. Donc, c'est une façon de détecter assez simplement, mais c'est pas parfait non plus. L'autre façon, c'est d'utiliser des cellules qu'on appelle WISH, un peu particulières. C'est des cellules qui ne produisent pas d'interféron, mais qui sont sensibles à l'interféron. Et donc, on peut, sur ces cellules très simples, simplifiées en quelque sorte, on peut vérifier si un produit sanguin du plasma du sérum induit quelque chose de l'ordre de la réponse interféron et la mesurer. Donc, c'est une façon aussi indirecte de le faire. Mais mieux que ça, une actualité toute récente, on a démontré il y a très peu de temps qu'on était capable en fait de faire maintenant des ELISA des ELISA, en tout cas des tests équivalents à des ELISA très modernes, tout simplement parce qu'on a détecté chez l'homme, c'est assez incroyable, dans une maladie humaine qui est un déficit immunitaire, qu'on appelle l'APCED, un déficit très rare, qui est lié à une mutation d'un gène chez l'homme qui s'appelle le gène AIRE. C'est un gène qui contrôle la tolérance. Les patients qui ont cette maladie-là développent en fait des maladies auto-immunes, essentiellement à expression endocrinienne, des complications infectieuses, une candidose cutaneo-muqueuse chronique, mais aussi parallèlement, ils développent de l'auto-immunité. Et ils développent des auto-anticorps cytokines. C'est très particulier, et parmi ces anticorps anti-cytokines, il y a des anti-L17, qui expliquent certainement une partie des candidoses, mais il y a aussi des anti-interférons. Et ces anti-interférons ont une telle affinité pour l'interféron qu'ils sont utilisables dans ce test. Donc vous voyez, on extrait les auto-anticorps anti-interférons de ces patients, on les utilise en toute petite quantité sur des billes paramagnétiques qui sont en fait donc des billes de dosage de l'interféron dans le sang de qui on veut. Et on obtient une capacité de dosage en femtogrammes par millilitre, donc on est capable de doser des fifrelins de cytokines, ce que les tests ELISA classiques n'étaient pas capables de faire. Donc c'est un grand progrès et qui a permis, vous voyez, un papier récent qui montre qu'avec ces tests de détection extrêmement sensibles, on arrive à détecter des niveaux d'expression d'interférons dans différentes sources cellulaires différentes et de faire en fait, de créer aujourd'hui, depuis quelques mois maintenant, de créer la vraie mosaïque, le vrai panorama des cellules sécrétrices d'interférons. Donc voilà pour cette première partie très fondamentale, mais qui est constellée d'actualité. Et je crois que c'est important pour un immunopathologiste de bien comprendre ce que sont les interférons, de comprendre comment les cellules les produisent, vous savez que la mécanique est compliquée, et ce que fait l'interféron sur les cellules avec cette fameuse signature interféron et ces mécanismes moléculaires qui expliquent qu'il y a des interférences entre les voies de signalisation de l'interféron, du TNF et certainement d'autres. Donc c'est très pointu. Je ne peux pas tout dire, mais je vous ai donné des éléments d'actualité qui doivent éclairer un peu l'histoire, la grande histoire de l'interféron.
La deuxième partie, c'est de passer de l'interféron aux maladies de l'interféron, ce qu'on appelle les interféronopathies. Alors, évidemment, c'est tout à fait passionnant parce que, avec ces techniques de dosage, et notamment dans leur première phase, la découverte de ces signatures interférons, par cette expression génomique induite par l'interféron, on a pu observer qu'il y a des maladies qui ont en commun cette signature interféron. Alors, parmi ces maladies-là, il y a surtout un sous-groupe de maladies génétiques que je ne décrirai pas aujourd'hui, mais qui sont des maladies génétiques très célèbres, très rares, très célèbres, mais il y a des mutations de gènes très particuliers qui sont des gènes impliqués dans la voie de l'interféron. Cet élément est important, il a permis de comprendre le rôle pathogène de l'interféron. Néanmoins, restons prudents, puisque vous voyez dans une de ces maladies génétiques, qu'on appelle le syndrome d'Aicardi-Gouttière, maladie génétique interféronopathie très célèbre, il n'y a pas forcément de corrélation chez tous les malades entre la production, la signature interféron et l'activité clinique de la maladie. Donc c'est peut-être vraiment un peu plus subtil qu'on ne croit, et plus concrètement dans des maladies qu'on connaît bien, dans des maladies auto-immunes, qui ne sont pas monogéniques, hein, mais polygéniques et multifactorielles, comme par exemple la polyarthrite rhumatoïde ou la sclérose en plaques, on observe qu'il y a parfois des patients avec un effet anti-inflammatoire de l'interféron, une sorte de signature interféron, mais corrélée à un effet anti-inflammatoire, mais pas un effet pro-inflammatoire. Vous voyez que c'est un peu plus compliqué que ça. L'interféron, et je l'ai dit dans la première partie, l'interféron est une cytokine à multifacettes, aux actions pro-inflammatoires, mais aussi anti-inflammatoires. Voilà un petit schéma pour vous montrer tout ce qui peut sous-tendre une interféronopathie, génétique, monogénique ou non. Vous voyez qu'il y a 5 types d'anomalies qui peuvent induire des synthèses importantes d'interférons, en particulier des modifications de la sensibilité aux débris qui font de l'interféron, une accumulation anormale d'ARN ou d'ADN, puisque vous avez vu que parmi les stimuli, il y a les ARN et les ADN, des modifications de ces ARN, de ces ADN qui peuvent devenir plus activateurs. On peut aussi avoir comme quatrième mécanisme une hypersensibilité des récepteurs à ces acides nucléiques. Et en dernier lieu, on peut avoir des anomalies de la voie d'activation intracellulaire induite par ces acides nucléiques et leurs récepteurs. Donc vous voyez, tout ça a été bien disséqué aujourd'hui et tout ça sous-tend les interféronopathies, qu'elles soient génétiques, pour certaines d'entre elles, il en existe une dizaine aujourd'hui, ou que cette production d'interférons soit le fait d'une maladie auto-immune comme le lupus, qu'on va voir, puisque c'est effectivement la troisième partie de mon exposé, c'est le rôle de l'interféron, cytokine clé du lupus. Alors, effectivement, il y a un parallélisme entre l'interféron, l'histoire de l'interféron et l'histoire du lupus. Hein. Je partage cette diapositive avec mon ami Alexis Mathian. On l'a co-construite. Je remercie Alexis de me l'avoir transmise. Vous voyez, sur la partie haute, on a l'histoire de l'interféron de 1957 à aujourd'hui, et en dessous, l'histoire du lupus. Alors, très curieusement, c'est étonnant, mais c'est la même année, en 1957, qu'on découvre l'interféron, facteur soluble induisant la résistance cellulaire aux infections virales, et qu'on découvre les anti-ADN natifs par Maxime Seligman, un Français. Donc c'est la même année, très curieusement. Et vous voyez le parallélisme entre l'histoire de l'interféron et l'histoire du lupus, et on voit dans l'histoire du lupus que dans les années 90, on avait déjà compris que le lupus peut être induit par l'interféron, même avant, hein, dès les années 80, et que dès les années 2000, on mène les premiers essais anti-interférons dans le lupus, hein, qui ont abouti ces quelques dernières années, ces quelques mois, à de véritables molécules dont une sera probablement, au moins une, sera mise sur le marché prochainement. Alors dans le lupus, ce qui a un peu mis le feu aux poudres, c'est ce papier en 2003 qui a été la découverte de la signature interféron dans les cellules mononucléées du sang. Donc on a démontré en fait la chose dont je vous parlais, c'est que dans le sang des lupus, quand on regarde le panorama des gènes activés, vous avez un sous-groupe en rouge des gènes activés qui sont quelques centaines de gènes, et ce sont parmi ces quelques centaines de gènes, des gènes majoritairement dépendants de l'interféron. Donc c'est l'expérience en fait de cette signature interféron qui est présente dans près de 100% des lupus pédiatriques et dans un peu plus de la moitié des lupus de l'adulte, et qui expérimentalement est inductible, puisque vous voyez sur ces cellules dont j'ai parlé précédemment, qui servent un peu de support de mesure de l'activité interféron, quand on soumet ces cellules WISH
dont j'ai parlé à du plasma de lupus, on provoque une signature interféron et que cette signature interféron, elle est tout à fait bloquable par des anticorps anti-interférons, a fortiori, vous voyez sur le schéma, si vous utilisez des anticorps anti-interférons de type alpha, qui est un élément important, prouvant que la signature interféron de type 1 dans le lupus est plutôt liée à l'interféron alpha, peut-être pas exclusivement, mais surtout à cette cytokine-là. Alors, est-ce que ça n'est que l'interféron alpha? À partir de ces analyses-là, il y a des gens qui se sont posé la question de savoir si on n'avait pas oublié aussi que d'autres interférons pouvaient intervenir dans le lupus, et notamment les interférons de type 2 qu'on appelle interférons gamma. Donc c'est des explorations encore en cours qui pourraient déboucher sur des stratégies thérapeutiques, hein, mais indiscutablement, et je n'ai pas le temps de le détailler, l'interféron gamma peut aussi, l'interféron de type 2, qu'on appelle gamma, peut aussi avoir des effets dans cette maladie. Mais tous les lupus n'ont pas de signature interféron. Ça, c'est intéressant et c'est un vrai sujet, probablement traduisant l'hétérogénéité moléculaire de cette maladie. Vous avez vu chez l'enfant, c'est très majoritaire, probablement parce que le lupus de l'enfant est sous-tendu par des anomalies génétiques dont certaines sont communes, très certainement aux interféronopathies comme le syndrome d'Arcadie-Gouttière. Chez l'adulte, c'est un peu plus hétérogène, c'est 50 à 80% des lupus comme j'ai déjà dit, donc ça laisse probablement la place à d'autres mécanismes moléculaires non dépendants des interférons de type 1. Néanmoins, quand on analyse, comme dans cette étude, un grand nombre de lupus et qu'on essaye de corréler le phénotype du lupus, en l'occurrence cutanéo-muqueux rénal, vous voyez, sur un collectif de près de 180 lupus, 33 avec des atteintes cutanéo-muqueuses et 14 avec des atteintes rénales, très intéressant d'observer qu'en cas d'atteinte simultanée rénale et l'interféron alpha marque l'atteinte rénale et l'interféron bêta l'atteinte cutanéo-muqueuse. Donc, dans l'hétérogénéité des interférons de type 1, alpha-bêta, vous voyez que alpha ne fait pas comme bêta. Et dans le tropisme et le phénotype de la maladie, ça a probablement une importance. Alors, c'est de la physiopathologie, mais ça peut avoir des conséquences thérapeutiques à un moment donné. J'imagine, vous voyez, et j'anticipe un peu ma dernière partie thérapeutique, si je ne bloque que l'alpha, je laisse le bêta libre. Si je bloque le récepteur commun aux interférons alpha-bêta, je vais avoir une action sur les deux cytokines. Donc en raisonnement physiopathologique à extrapolation thérapeutique, ce point peut avoir une importance considérable. Ce qui nous mène en fait à deux schémas physiopathologiques simplifiés. Vous voyez qu'à partir des éléments de la connaissance actuelle, on peut aujourd'hui dire que l'interféron de type 1, alpha-bêta, a un rôle central dans la pathologie du lupus. Vous voyez sur ce schéma trois choses, schéma simplifié. Vous voyez qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont activateurs de la professionnelle sécrétrice d'interférons, qui est la PDC. Ces éléments sont ceux que j'ai déjà cités dans les interféropathies, le fait que l'ADN soit modifié par une lésion, le fait que l'ARN soit mal réparé, le fait que l'ARN soit produit en trop grande quantité et engorgeant le système par une apoptose anormale ou par un défaut d'élimination de ces débris d'apoptose. C'est ce qui sous-tend le lupus en fait, hein. C'est connu depuis longtemps et ces éléments qui sous-tendent le lupus activent la PDC. À partir de là, cette PDC va activer les lymphocytes B, les lymphocytes T et les polynucléaires neutrophiles par de l'interféron directement ou par la production d'une autre cytokine. Et ces cellules-là, vous voyez que le lymphocyte B, en boucle, en produisant des auto-anticorps qui vont former des immuns complexes, va stimuler la PDC par des récepteurs Fc gamma récepteurs bien connus, et donc faire produire encore plus d'interférons par cette cellule. Et vous voyez que les polynucléaires neutrophiles, qui sous l'effet de différents stimuli, notamment l'interféron, vont mourir, et vous savez qu'ils meurent de nétose. Par la nétose, ils vont produire des auto-antigènes qui vont alimenter les immuns complexes, mais ils vont aussi, par les nets de la nétose, ces fameux filets qu'ils vont produire quand ils meurent, ils vont activer là aussi la PDC et lui faire produire de l'interféron. Donc on est bien dans ce schéma très simplifié, dans le cercle vicieux de l'interféron de type 1, qui est un élément clé, probablement très précoce dans la pathologie du lupus. Donc ce qui mène à un schéma général de la physiopathologie primaire du lupus, du début de l'induction dans le lupus, qui est probablement finalement pas une maladie exclusivement du lymphocyte T, du lymphocyte B, mais peut-être primitivement plutôt une maladie de l'immunité innée, interféron dépendante. Et sur ce schéma, je résume ce que j'ai dit précédemment. Vous voyez que le système fonctionne mal parce qu'il produit trop d'auto-antigènes qui sont mal éliminés, probablement en partie chez certains parce que le complément est déficient, c'est connu.
Il engorge le système parce que des cellules résidentes vont mourir par apoptose et que les macrophages ne sont pas capables de les éliminer. En particulier, dans cet engorgement, vous allez avoir une activation de la mort des polynucléaires neutrophiles qui meurent par nétose, et en faisant la nétose, il réactive le système. Tout ça sous-tendu par une cellule dendritique qui est la grande organisatrice de tout ça, qui, pour toutes les raisons précédemment évoquées, a des systèmes d'activation trop stimulés et donc va produire trop d'interférons et provoquer toutes ces dérégulations de collaboration avec notamment les lymphocytes T et les lymphocytes B. Vous voyez, en 2 schémas, on peut résumer quelque chose de très compliqué qui a été modélisé depuis de nombreuses années et essayer de comprendre l'induction dans le lupus et donc de comprendre pourquoi les gens s'intéressent tellement aujourd'hui au blocage de l'interféron, parce que finalement, venir sur un rein lésé depuis quelques mois, quelques années, c'est probablement intéressant mais insuffisant. L'idée, ça serait de venir très précocement pour bloquer les flares, les poussées de lupus, en bloquant l'induction de cette activation de l'interféron. C'est peut-être une projection un peu artificielle, mais on verra dans les dernières parties, c'est le juge de paix si les thérapeutiques le prouvent. Donc, en résumé, sur ces anomalies intrinsèques génétiques, mais je l'ai déjà dit, voilà toutes ces anomalies pour ceux qui s'intéressent, citer toutes ces mutations qui pourraient être à l'origine d'interféronopathie monogéniques, dont certaines s'expriment par des lupus très précoces, et notamment des lupus en gelure, qui est une expression très précoce chez l'enfant ou chez l'adulte jeune, de ces lupus sous-tendus par ces anomalies génétiques. Reste maintenant à comprendre, dans cette dernière partie sur interférons et physiopathie du lupus, comment tout concourt finalement à créer ce cercle vicieux. Donc je descends un peu dans le détail et je reviens à la dendritique plasmacytoïde. Alors ce qui est très intéressant, vous savez que dans le lupus, on évoque le rôle de plein d'acteurs cellulaires, et notamment des acteurs qui étaient jusqu'à présent méconnus, les plaquettes et les polynucléaires. Donc j'ai déjà évoqué l'ensemble des choses, mais je voulais vous montrer un schéma de synthèse où vous voyez que ce soit le T, le B, les cellules NK, les polynucléaires ou les plaquettes, tout concourt en fait à activer la PDC dans le lupus. Alors seul le monocyte macrophage, notamment par la fameuse boucle du TNF, est capable de créer de la cross-tolérance, mais probablement que cette cross-tolérance, elle est écrasée par la production d'interférons, comme j'ai évoqué dans la première partie. Donc en fait, dans le cercle vicieux, il y a aussi le fait que tout dynamiquement concourt au même moment, venant par les plaquettes et le globule blanc et les lymphocytes, tout concourt à activer cette dendritique plasmacytoïde pour lui faire cracher de l'interféron alpha et de l'interféron bêta. Reste maintenant à rentrer dans le détail pour mieux comprendre la maladie et pour peut-être mieux traiter un jour. Et en particulier, je montre ce travail assez récent sur des biopsies de reins lupiques qui ont montré que sur la PBR, donc sur l'histologie, on était capable d'identifier des éléments activateurs de la PDC, en particulier ce facteur line 1, qui pourrait être éventuellement une cible cellulaire dans l'avenir. Donc vous voyez qu'il faut identifier, peut-être même organe par organe, ce qui fait la spécificité d'organe pour faire la synthèse d'interférons dans le tissu. Je pense que c'est probablement comme ça qu'on avancera mieux dans le traitement d'expressions phénotypiques très particulières du lupus, qui peut toucher l'articulation, la peau et le rein ou d'autres organes, bien évidemment. Mais encore plus intéressant, si on s'intéresse en fait à ce qui pourrait, dans ces maladies-là, induire la synthèse d'interférons et qui est spécifique de ces maladies-là. Et je montrerai un seul exemple, qui est l'exemple d'un auto-antigène très célèbre, qui est l'auto-antigène HERO, que tout le monde connaît, qui existe sous l'isoforme 60 et 52, qui correspond au poids moléculaire, 60 kDa, 52 kDa. L'isoforme 60 kDa a été bien étudié, et vous allez voir les résultats tout à fait passionnants de cette étude. Alors le travail, juste pour résumer, ce qui a été fait, c'est qu'il a été étudié tous les ARN qui sont capables de se lier à la protéine HERO 60 kDa. Alors pourquoi? Parce que le complexe HERO est un complexe ribonucléoprotéique, c'est-à-dire que le peptide HERO 5260, comme je vous le montre sur ce schéma, est couplé à un ARN, à des ARN. Donc ce qu'ont fait les auteurs, ils ont étudié tous les ARN qui pourraient se coupler au peptide HERO 52 et ils l'ont comparé, ils l'ont étudié dans des banques de lignées humaines, de cellules humaines, les unes lymphoïdes, les unes érythroïdes. Et ils ont étudié donc l'expression par un système très compliqué, qui est un système ICLIP, l'association peptide-ARN, pour voir ce qu'étaient ces ARN. Parce que c'est l'objectif de ce travail, c'est finalement la question posée, toute simple, c'est quoi les ARN qui s'associent au peptide HERO 60? Résultat des courses,
Ils observent qu'il y a bien des ARN spécifiquement liés aux peptidéraux, mais ça on le savait, et ils ont observé qu'ils étaient essentiellement dans les introns, majoritairement, donc dans des zones qui ne s'expriment pas spécifiquement, ce n'est pas les zones traduites, les zones traduites sont les exons, mais surtout, le plus intéressant, c'est que ces ARN associés sont des ARN très particuliers. Dans 36 à 15% des cas, ce sont des ARN ALU. Alors ALU, rien à voir avec aluminium, mais ce sont des séquences endogènes, rétrovirales, que le génome des primates et des humains ont intégré à peu près 1 million d'années. Alors on ne sait pas vraiment pourquoi, on a des hypothèses finalistes peut-être, mais ce sont des séquences très particulières, et on le sait aujourd'hui, ce sont des séquences ARN inductrices d'interférons, puisque vous voyez que tout se tient, ce sont ces séquences-là qui ont aussi été identifiées dans cette interféronopathie qui ressemble à un lupus chez l'enfant, très rare. Il y a des mutations qui est le syndrome d'Aicardi-Gouttière. Donc un lien immédiat avec les interféronopathies. Alors, dans le lupus, les gens sont intéressés à comprendre comment ça marche. Et ils ont montré en fait deux choses de façon simple. Ils ont montré que les sérums de lupus étaient capables de précipiter ces ARN ALU. Donc, il y en a vraiment dans le sang des malades. C'est une première chose. Et quand on étudie les ARN précipités par le sérum de lupus qui contient des anticorps anti-héros pour la plupart d'entre eux, on observe que les ARN qui sont précipités sont des ARN ALU. Dernière étape de la démonstration, c'est démontrer que ces ARN ALU ont vraiment un rôle sur les cellules, dans les cellules lupiques. Il a été démontré qu'ils s'accumulaient bien dans les cellules qui produisent un interféron, avec une activation de ces fameuses PRR, TLR 7-8, qui vont faire de l'interféron aux cellules. Donc il y a un lien direct, vous voyez, entre les ARN ALU, qui sont couplés aux peptides héros, et la production d'interférons. Si on est très finaliste, on pourrait se dire que le primate à 1 million d'années, quand il conserve ces rétrovirus intégrés à son génome, c'est peut-être pour mieux se défendre contre des infections virales ancestrales, et qu'on a acquis à ce moment-là de l'évolution du vivant, du mammifère, on a acquis une sorte de mécanisme de résistance aux infections extérieures, mais que le prix à payer est de plus faire d'interférons, et donc faire plus d'interférons nous met aussi en position malheureuse de faire des interféronopathies, notamment des maladies auto-immunes. Reste à comprendre que font les fameux anticorps anti-héros, parce que là, je vous ai démontré que c'est le peptidéro et ses ARN qui sont interféronogènes, mais finalement, quand on a un auto-anticorps, est-ce que ça aggrave ou ça améliore le système ? Probablement, évidemment, que ces auto-anticorps aggravent le système de deux façons, mais spéculatives, non démontrées pour l'instant. Peut-être que ces anticorps, finalement, gênent un peu la fixation entre les ARN ALU et le peptide, et finalement rendent les ARN ALU libres, et comme l'ARN est libre, il est capable de circuler et d'aller stimuler la production d'interférons. L'autre possibilité, c'est possible aussi, c'est que l'anticorps anti-héros se couplant au peptidéro qui est couplé lui-même aux ARN ALU, vous formez une forme d'hymen complexe qui va migrer vers l'endosome, là où se trouvent les récepteurs stimulants et qui produisent de l'interféron. Donc ces deux mécanismes, l'un n'exclut pas l'autre, sont tout à fait possibles, ils sont spéculatifs, mais c'est assez génial parce que ça expliquerait que les gens lupiques qui ont des anticorps anti-héros, par ces séquences ARN ALU, sont super prédisposés à faire de l'interféron sous l'effet de l'auto-anticorps. Donc c'est une spéculation extrêmement intéressante qui vous montre le rôle des lymphocytes B, sans rentrer dans le détail parce que c'est un papier très récent, mais qui vous montre probablement que si le lupus est bien une maladie d'immunité innée de la dendritique plasmacytoïde, le lymphocyte B peut quand même avoir un rôle, et peut-être même un rôle d'amont. Ce travail très récent, que je résume très simplement, montre que, effectivement, les dendritiques plasmacytoïdes peuvent être stimulés par des lymphocytes B capables de produire de l'interféron bêta. Donc vous voyez comme quoi la connaissance du système rend les choses encore plus compliquées. Donc la boucle est simple. Des cellules B très précoces, qu'on appelle des B transitionnels précoces, qui sont présents dans la rate, qui migrent de la moelle là où ils sont sélectionnés, ils vont aller dans la rate, et dans la rate, et dans d'autres organes probablement, ils sont capables très précocement de faire de l'interféron bêta, probablement sous l'effet de stimulation divers et variés. Et cet interféron bêta, c'est lui qui va stimuler les dendritiques plasmacytoïdes pour leur faire de l'interféron alpha. Donc vous voyez une sorte de cercle vicieux, de boucle, et dans ce travail, qui est un travail extrêmement sophistiqué, il est donc évoqué que c'est bien les B producteurs précoces, transitionnels, producteurs d'interféron bêta, qui sont responsables de la rupture de tolérance,
et donc vraiment intrinsèquement à l'origine de l'auto-immunité, ils vont faire produire de l'interféron de type 1, surtout alpha, qui, interféron, est surtout responsable des lésions tissulaires. Donc finalement, le schéma que je vous ai montré très précoce, en vous disant que le lupus est une maladie d'immunité innée liée à l'interféron, c'est vrai pour les lésions tissulaires, expliquant, vous rappelez, que le rein c'est plutôt l'interféron alpha, le cutané muqueux plutôt le bêta, mais en amont, vous avez encore un acteur, qui est l'acteur de rupture de la tolérance, qui est le B précoce transitionnel, producteur d'interféron bêta. Voyez le schéma résumé de ce que je viens de vous dire. Vous voyez ces B transitionnels, ils sortent de la moelle après une sélection négative, ils migrent vers la rate. Là, ils sont soumis à des débris d'apoptose pour des raisons diverses et variées. Et c'est là qu'il nous faut des facteurs d'environnement pour induire la maladie, viraux ou autres. Et à ce moment-là, s'enchaîne cette boucle, ce cercle vicieux, interféron bêta DB, l'activation via les débris d'apoptose des récepteurs, les fameux récepteurs inducteurs d'interféron, les TLR, notamment TLR7, production d'interféron par la PDC qui est dans cet environnement-là, et cet interféron de type 1 va produire des lésions, notamment des lésions rénales. Vous voyez qu'on n'a pas encore tout découvert de cette magie de l'interféron, et notamment pour finir sur cette partie physiopathologique du lupus, vous montrer que, parce que c'est tellement d'actualité, que des cellules totalement inattendues, comme les globules blancs, les polynucléaires, sont capables, je l'ai déjà dit, d'amplifier cette boucle. Mais si je vous montre ce focus sur les polynucléaires neutrophiles, c'est vous montrer que ce polynucléaire neutrophile va agir par la nétose, mais on sait aujourd'hui que le produit de cette nétose n'est pas forcément simplement un auto-antigène comme on le pensait, capable, auto-antigène, d'induire des auto-anticorps et de faire des immuns complexes qui viennent activer la PDC, mais cette nétose va aussi exprimer quelque chose qu'on n'attendait pas, qui est un acide nucléique, qui est l'ADN mitochondrial. Donc vous voyez sur ce travail très récent, qui montre qu'on peut stimuler des globules blancs par de l'ADN oxydé mitochondrial. Et dans ce système-là, c'est assez intéressant, sous l'effet de l'inflammation, de l'oxydation, vous avez une sorte de radicalisation des mitochondries qui vont produire des débris, notamment des débris d'ADN mitochondriaux, qui vont être exprimés par les filets des polynucléaires et qui vont favoriser la synthèse d'interférons par les PDC. Donc vous voyez que l'acteur polynucléaire qui agit par la nétose n'agit pas que par des débris auto-antigéniques, mais agit aussi par des acides nucléiques et notamment des ADN mitochondriaux. Et pour que la boucle soit bouclée, vous voyez qu'il n'y a pas que dans le lupus qu'on a découvert ces mécanismes-là, mais récemment, dans un déficit immunitaire très célèbre, le syndrome de Wiskott-Aldrich, qui s'exprime surtout par des anomalies plaquettaires, mais qui s'exprime aussi par des anomalies immunologiques, auto-immunes, et bien l'intermédiaire qui fait faire des auto-anticorps via l'interféron, c'est le neutrophile. Donc vous voyez, le lien entre déficit immunitaire, auto-immunité, passe peut-être par la boucle, par le cercle vicieux de l'interféron, comme dans ce modèle de Wiskott-Aldrich. Ces globules blancs, qui sont des acteurs pathogènes, ont aussi des mécanismes de régulation. Je vais vous montrer un travail très récent, qui est extrêmement intéressant, qui est de montrer que certaines intégrines exprimées par les polynucléaires, notamment le CD11B, a un rôle régulateur. Ce travail-là est très intéressant puisqu'il montre deux choses. Une première chose, c'est quand on étudie la génétique du gène de cette intégrine, est observé que certains polymorphismes chez l'homme sont prédictifs de l'apparition d'un lupus rénal ou discoïde. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément de ce travail très intéressant, c'est si vous jouez sur cette intégrine et si vous l'activez, vous allez avoir une inhibition de l'auto-immunité. Comme quoi cette intégrine est un régulateur de l'auto-immunité à la surface des polynucléaires neutrophiles. Donc vous voyez que c'est quand ils meurent à la fois des acteurs de l'auto-immunité, mais ils ont aussi des mécanismes régulateurs. Alors, vous avez compris que si effectivement cette intégrine est très importante, on pourra là aussi potentiellement l'utiliser comme une cible thérapeutique. Et il y a aujourd'hui déjà des small drugs, des petites molécules CD11B agonistes qui ont été utilisées non pas chez l'homme pour l'instant, mais dans un modèle de lupus chez la souris. Et cet agoniste de CD11B protège la souris du lupus. Dernier point pour cette partie, et on pourra peut-être là aussi aller jusqu'au bout de l'histoire de la maladie lupique et comprendre le risque vasculaire de la maladie, puisqu'il a été démontré là aussi récemment que l'interféron, directement ou par l'intermédiaire d'un sérum lupique, est capable d'induire sur des cellules endothéliales une réponse anti-interféron et une diminution de la synthèse de NO et de son enzyme, la NO-synthétase, et donc d'agir en fait
en effet pro-athérogène. Donc vous voyez que dans la boucle finale, non seulement l'interféron est un élément clé dans un cercle vicieux de la physiopathologie précoce du lupus, mais potentiellement aussi, je l'ai dit, un acteur de lésion tissulaire rénale, mais peut-être aussi un acteur de la lésion endothéliale, comme le montre ce papier récent. Donc vous voyez, physiopathologie du lupus et interféron, c'est extrêmement riche, avec une actualité assez étonnante. J'ai fait quelques focus d'actualité pour vous guider un peu dans la lecture de ce que vous avez pu voir. Ça n'est pas exhaustif, évidemment, mais ça vous donne des pistes très intéressantes pour essayer de mieux comprendre cette maladie. Évidemment, on va finir par la question clé. Probablement ce que vous attendez, c'est après tout ça, est-ce qu'on peut traiter un lupus en 2018 par anti-interféron? Vous voyez que la stratégie thérapeutique du lupus se complexifie, comme on dit, depuis quelques années. Je dois cette diapo à mon ami Frédéric Housseau. C'est le puzzle compliqué du traitement du lupus. Mais si ce puzzle est compliqué et qu'il intègre aujourd'hui les anti-interférons, l'interféron est une cible historique depuis bien longtemps. Vous voyez que là aussi, Alexis m'avait rendu attentif à ce vieux papier 1975 où un auteur russe avait déjà pressenti le rôle modulatoire de l'interféron. Hein, 1975, mais de 1975 à maintenant, vous voyez que cet article plus récent vous montre dans le lupus, hein, dans le lupus spécifiquement, tout ce qui pourrait être dans la voie de l'interféron une cible thérapeutique. Hein, vous voyez qu'il existe en fait une bonne douzaine de cibles potentielles, avec un focus sur ce schéma-là, et c'est ce qu'on va voir ensemble, un focus assez précis, parce qu'aujourd'hui, dans l'application humaine, on est passé en phase 2, phase 3 avec ces molécules-là, et probablement, pour l'une d'entre elles au moins, une mise sur le marché potentielle, on cible essentiellement soit l'interféron, soit le récepteur à l'interféron. La question est de savoir quelle est la meilleure stratégie, et on va un peu l'évoquer ensemble. Première stratégie, qui s'est concentré sur l'interféron alpha, c'est une stratégie qui n'est pas récente, hein, puisque vous voyez que les premiers papiers présentés à l'ACR 2007, hein, donc vous voyez il y a plus de 10 ans déjà, montraient les résultats d'une première molécule anti-interféron alpha, qui était un anticorps monoclonal, un biomédicament anti-interféron alpha, qui était encore en nom de code, et cet anticorps est devenu le cifalumab, un anticorps monoclonal anti-interféron alpha qui était évalué dans plusieurs études, dont l'étude MEDI 545, une étude de phase 2B dans le lupus modéré à sévère, avec une évaluation avec un critère principal à la semaine S52 sur le fameux SRI. Beaucoup d'entre vous connaissent ce score, c'est le score qu'avait utilisé le belimumab pour valider son efficacité, le Bendista. SRI, hein, qui est un score de réponse dans le lupus, un SLA Response Index, ce SRI qui peut être travaillé puisqu'on peut faire des SRI de qualité différente. Donc ce travail qui avait beaucoup enthousiasmé les gens, SRI, critère de jugement principal à 52 semaines avec différentes doses de cifalumab, résultat des courses, résultat négatif. Alors, pour essayer de tirer vers le haut les choses, on a essayé d'analyser, les auteurs ont essayé d'analyser des critères complémentaires, exploratoires, notamment cette analyse complémentaire sur les atteintes articulaires qui s'améliorent d'au moins 50%, où on peut observer un effet dans le lupus sévère avec atteinte articulaire, mais méthodologiquement et académiquement, sur le critère principal, cette étude est négative à 52 semaines. Cette étude négative est venue se compléter par une deuxième déception, qui est l'échec du rontalizumab, qui est là aussi un anticorps anti-interféron, mais là aussi anti-interféron de type alpha, mais neutralisant les 12 sous-types de l'interféron alpha, mais ne neutralisant que l'interféron alpha. Alors on était très enthousiaste parce qu'on avait un effet pan anti-interféron alpha et un effet chez l'animal avec une réduction de la protéinurie dans la néphrite lupique, mais là aussi échec de l'étude rose, une étude de phase 2 contre placebo, un peu du même type, avec un critère principal différent, puisque le critère d'évaluation principal était le score BILAG, qui est un autre score d'évaluation, avec en critère secondaire le fameux SRI. Là aussi, déception de cette étude, puisque, pour résumer, inefficacité sur le critère principal, avec évidemment des analyses en sous-groupe qui vous montrent des effets positifs. Comme souvent, sur ces critères exploratoires, on arrive à tirer des choses positives, mais là aussi, méthodologiquement, académiquement, l'étude est négative. On est né en fait une certaine déception et on s'est dit à ce moment-là, il y a quelques années, qu'il en était fini de l'inhibition de l'interféron dans le lupus, mais
Si vous avez bien suivi mon exposé, je le reconnais assez scientifique, mais c'est important qu'il le soit. Vous avez compris qu'il y a l'interféron alpha et c'est du sous-type. Il y a les interférons de type 1 qui comprennent l'alpha, le bêta et d'autres, et puis d'autres interférons. Et je crois que l'astuce était probablement de ne pas bloquer que l'interféron alpha, mais de bloquer un peu plus globalement les interférons de type 1, peut-être interférons de type 1, type 2, ça c'est une autre aventure, mais de bloquer l'alpha et le bêta par finalement une autre stratégie thérapeutique qui est l'utilisation d'un anti-récepteur de l'interféron, donc qui est là aussi un monoclonal, un biomédicament, qui s'appelle l'anifrolumab, toujours compliqué à prononcer, évalué dans une première étude, vous voyez, il y a peu de temps, présenté à l'ACR 2015 et publié il y a peu de temps, présenté dans une étude de phase 2, sur 305 patients, toujours un peu le même profil, mais des malades sélectionnés qui doivent avoir un profil très immunologiquement actif, hein, avec là aussi comme critère principal, critère de jument principal, comme précédemment, un score SRI. Et vous voyez que dans cette étude-là, contrairement aux deux précédentes, vous avez un pourcentage de répondeurs SRI à 52 semaines, positif avec les deux doses étudiées, la dose de 300 mg et de 1000 mg d'1 gramme versus placebo. Bon, là, on a crié victoire, et cela d'autant que quand vous regardez les critères exploratoires secondaires qui sont d'autres formes du SRI, ou qui sont le BICLA, qui est un autre score de mesure, ou le SLEDAI, que certains connaissent, qui est un autre score de mesure. La métrologie lupus, c'est un peu compliqué, c'est une affaire de spécialistes, mais ce sont des scores de mesure que beaucoup connaissent. Hein. Vous voyez qu'on arrive à avoir une réponse clinique majeure, une réduction des corticoïdes, a fortiori quand le patient est un patient à réponse interféron. Vous vous rappelez ce que je vous avais dit précédemment, les patients lupus adultes sont à réponse interféron dans 50 à 80% des cas. Donc évidemment, quand vous venez avec une molécule anti-interféron, vous avez probablement intérêt, c'est un marqueur compagnon, comme on dit, à traiter sur tous les gens avec une réponse, avec une signature interféron. C'est ce que démontre aussi cette étude-là. Donc on pourra optimiser la réponse thérapeutique par l'évaluation pré-thérapeutique dans cette situation-là de la réponse anti-interféron. Ce qui est intéressant, c'est d'étudier la tolérance. Vous allez me dire, c'est l'image en miroir. Il s'avère qu'effectivement, comme c'est vraiment un vrai anti-interféron, vous avez un peu plus d'infections virales, de zona, de grippe, pas de varicelle, mais en tout cas de zona et de grippe dans le groupe traité. Probablement que la problématique du zona, qui est une vraie problématique, pourrait être résolue très prochainement par l'arrivée sur le marché du vaccin inactivé anti-zona. Je pense que ça devrait régler le problème alors aussi bien avec les anti-interférons qu'avec les anti-JAK. Le mécanisme d'action de l'anifrolumab a été étudié, c'est très intéressant. C'est un mécanisme d'action original qui ne tue pas les cellules qui portent le récepteur à l'interféron. Vous voyez qu'il n'y a pas de mécanisme induit par ce biomédicament, de mécanisme de type CDC ou ADCC. CDC, c'est cytotoxicité directe destructrice de la cellule par le biomédicament, et ADCC, c'est cytotoxicité via les anticorps. Donc il n'y a ni CDC ni ADCC. Donc c'est un mécanisme moléculaire très original, et je l'ai dessiné sur ce schéma. Vous voyez que l'anticorps, agissant sur le récepteur, entraîne une internalisation du récepteur, et donc ça coupe le circuit d'activation que je vous avais montré précédemment, passant par la voie de JAK-STAT. En conséquence, la cellule fait moins d'interférons, c'est une cellule moins activée, mais aussi, et je pense que c'est important, elle fait moins de cytokines, d'IL6, d'IL8 et TNF. Et puis, accessoirement, elle induit, en fait, en tout cas, ce mécanisme d'action du médicament ralentit la différenciation des lymphocytes B en plasmocytes. Donc vous avez une action, même si le mode d'entrée est une action anti-interféron, vous voyez que par le blocage de l'interféron, vous avez une cascade d'événements bénéfiques, à la fois d'inhibition cytokinique, mais aussi d'effets cellulaires sur les lymphocytes B. Donc c'est une molécule intéressante, et aujourd'hui on étudie, les auteurs étudient de façon encore plus détaillée, et ce que je vous ai dit, essayent d'affiner le profil des patients qu'on pourrait traiter, et je vous montre pour ceux qui s'intéressent sur cette diapo le différentiel des patients avec ou sans signature interféron. On voit que sur les lésions cutanées et sur l'alopécie lupique, hein, la signature interféron prédit l'efficacité de cette molécule. Reste à comprendre, maintenant que je vous ai montré les échecs des anticorps monoclonaux anti-interféron alpha et l'efficacité de l'anifrolumab, reste à savoir si c'est vraiment l'effet thérapeutique intrinsèque, les uns contre la cytokine, les autres comme le récepteur, qui sont à l'origine de cette différence, c'est-à-dire de l'efficacité
de l'anticorps antirécepteur. En réalité, je vous renvoie à cet article très récent qui analyse de façon détaillée la méthodologie des 3 études que je vous ai présentées, et il s'avère que non seulement évidemment la cible est différente, ça je l'ai évoqué avec vous, mais les populations sont différentes. L'âge des patients est différent, le critère principal utilisé est différent, l'utilisation des corticoïdes dans les études est différente. Donc on ne peut pas comparer ces 3 études. C'est simplement faire un petit warning de prudence méthodologique pour dire que le concept est beau. On se dit, si je bloque l'interféron alpha isolément, ça ne marche pas. Si je bloque le récepteur, ça marche. Oui, probablement. Mais il y a aussi, si l'on compare méthodologiquement les 3 études aujourd'hui, des différences méthodologiques qui font que c'est peut-être aussi l'étude qui drive le résultat, comme on dit. Donc, prudence, je pense qu'il faut développer encore cette stratégie-là. On aura certainement, dans les années à venir, des résultats complémentaires. Pour finir, succinctement, quelles sont les stratégies anti-interférons originales qu'on pourrait espérer en complément de ce que je viens de vous montrer? Alors, une stratégie intéressante, développée par une firme française, qui est bien, qui est finalement essayer de vacciner le malade contre l'interféron par un système très original. Je m'explique, on peut, par une protéine qui n'existe que dans le règne animal, chez les gastéropodes californiens, chez les mollusques californiens, il y a une molécule qu'on appelle la KLH, qui est une sorte de porteur sur lequel vous pouvez greffer un antigène que vous voulez. C'est le principe de haptène, l'antigène, carrière, le porteur. Donc vous créez un système haptène-carrière, et ce système protéine de transport KLH, antigène, qui en l'occurrence est l'interféron, si vous l'injectez à des souris ou à des hommes, puisque c'est fait chez l'homme, vous induisez la production d'anticorps contre l'antigène, c'est-à-dire contre la cytokine interféron, avec uniquement des anticorps, mais pas de réponse T. Donc il y a une sorte de réponse transitoire, il n'y a pas de réponse mémoire T. Vous induisez une réponse B anticorps. Donc en fait, vous vaccinez avec une vaccination qui ne va durer que quelques semaines à quelques mois. Donc ça a été étudié chez l'animal et chez l'homme, et vous voyez les résultats chez l'homme avec ce kinoïde, puisque c'est comme ça qu'on appelle cette molécule, kinoïde interféron. Vous arrivez à induire chez les patients traités une réponse anti-interféron qui bloque la synthèse d'interféron. Est-ce que cette molécule passionnante sera un jour un médicament? Il faut encore un peu travailler le sujet, on verra dans les années à venir. Un petit clin d'œil dans les stratégies thérapeutiques. N'oubliez pas que nos bons vieux antipaludins de synthèse sont des bons modulateurs de l'interféron par des mécanismes différents. Et on vient de découvrir très récemment, ça a été publié il y a quelques années maintenant, que les antimalariques, en fait, avaient des actions diverses et variées. On a longtemps cru que c'était par une action sur l'endosome dans lequel, vous vous rappelez, il y a ces petits PRR, TLR 3789, que c'était par cette action sur l'endosome, l'acidification de l'endosome, que l'on modifiait la réponse interféron. Probablement que ça agit par d'autres mécanismes, et notamment par le fait que les antimalariques empêche la voie d'activation intracytoplasmique qui passe, vous vous rappelez, par le récepteur STING. Je vous avais parlé d'un récepteur RIG1, le récepteur MDA5 et le récepteur STING. Et bien, les antimalariques sont capables de bloquer l'interférence entre le récepteur STING et les acides nucléiques. Donc, sont des anti-STING finalement, et donc des anti-interférons par ce mécanisme-là. D'autres pistes existent évidemment, et notamment, et vous avez certainement anticipé cette piste thérapeutique, puisque l'interféron agit par des voies qui mettent en jeu le système JAK-STAT, nous avons aujourd'hui à disposition des molécules anti-JAK qui sont utilisées dans la polyarthrite rhumatoïde, le tofacitinib, le baricitinib, sont des molécules qui jouent sur des voies cytokiniques qui sont maintenant bien identifiées, l'IL6, mais aussi la voie de l'interféron. Donc logiquement, vous voyez que dans les interféronopathies, on peut utiliser des anti-JAK, notamment le baricitinib, dans cette étude qui a été faite non pas dans un lupus, mais a été faite dans des interféronopathies génétiques dont j'ai parlé, notamment des syndromes qu'on appelle Savy et Kendall. Je ne rentre pas dans le détail, mais ce sont des maladies génétiques qui sont fondées sur des mécanismes de type interféronopathie. Dans le lupus, vous voyez qu'il y a déjà quelques études avec ce papier récent qui montre qu'un autre inhibiteur de JAK, qui est un inhibiteur de JAK2, qui est commercialisé dans les maladies hématologiques, est capable en fait de traiter des lupus cutanés avec une démonstration in vivo, in vitro dans ce travail-là. Donc ça nous mène à de multiples stratégies anti-interférons qui sont en cours de développement. Vous voyez le tableau qui résume les choses dans un article récent qui est à votre disposition. Et parmi ces cibles-là, je citerai un ou deux éléments d'intérêt, en particulier les inhibiteurs du protéasome, puisque c'est bien par le protéasome qu'on peut réguler aussi
la production d'interférons. Et vous savez qu'on a beaucoup utilisé dans les maladies hématologiques le bortezomib, une molécule qui a fait faire des progrès considérables dans le myélome. Mais nous avons aujourd'hui une nouvelle molécule qui est un nouvel inhibiteur du protéasome qui est beaucoup moins neurotoxique, le carfilzomib, qui est utilisé dans le myélome. Alors, beaucoup moins neurotoxique, peut-être un peu plus cardiotoxique, ça restera à démontrer, et sont des molécules qui peuvent être des molécules anti-interférons intéressantes. Donc, peut-être que dans les maladies auto-immunes d'interférons sévères, résistantes et rebelles, il y a une place pour les inhibiteurs du protéasome, ou la place pour des anticorps qui viendraient bloquer ou tuer éventuellement la professionnelle de production de l'interféron de type 1, qui est la fameuse PDC. Vous voyez, deux types d'anticorps. Des anticorps qui sont des anticorps anti-BDCA2. BDCA2, c'est une protéine de surface spécifique de ces cellules dendritiques plasmacytoïdes, ou alors un récepteur à l'IL3 qui peut être ciblé par un autre anticorps. Vous voyez, ces deux anticorps développés seraient capables de bloquer la PDC. Alors, prudence, la PDC, c'est utile, notamment en cas d'infection virale. Tuer la PDC, c'est peut-être pas forcément très pertinent. Donc là aussi, prudence, les études avanceront très très prudemment avec ce type de stratégie. Et puis, stratégie inattendue, vous voyez qu'on peut peut-être agir par des molécules qu'on utilise dans d'autres maladies, notamment les antirétroviraux, comme le nelfinavir, qui par un effet antiprotéase, et probablement des effets un peu plus subtils qui sont en train d'être étudiés, peut jouer sur l'interaction de l'ADN natif avec ces récepteurs et réduire en fait la production d'interférons. Donc il y a peut-être des pistes à extrapoler du traitement des infections virales avec le nelfinavir. En conclusion, l'inhibition de l'interféron de type 1 sur cette partie, vous voyez, qui est une stratégie logique dans les interféropathies, mais a fortiori logique dans le lupus, pose encore des grandes questions. Quelle efficacité en vraie vie? Il faut confirmer l'efficacité. Quelle tolérance au long cours? Ça reste tout à fait pertinent de se poser cette question-là. Et est-ce que on va se contenter de traiter avec un anti-récepteur à l'interféron? Est-ce qu'on a d'autres outils thérapeutiques? Et finalement, dans quelle maladie? Puisqu'il reste en fait de nombreuses autres pistes que le lupus. Le fil rouge aujourd'hui a été le lupus, mais il y a plein de maladies à signature interféron, les myopathies inflammatoires, peut-être le Sjögren, qui sont des maladies dans lesquelles on pourrait utiliser ces stratégies. En conclusion, voilà les points clés, les 4 points clés que vous devez retenir. Donc, indiscutablement, les interférons de type 1, qui sont des cytokines à multifacettes, ont un rôle pathogène dans de nombreuses affections auto-immunes, le lupus en premier lieu, mais aussi d'autres, ainsi que dans des maladies auto-inflammatoires d'origine génétique dont on a un peu parlé. Les spécificités génétiques de la voie de l'interféron de type 1, que ce soit des polymorphismes ou des mutations ou des choses un peu plus compliquées, prédisposent en fait à des mécanismes très précis, aujourd'hui de mieux en mieux connus. J'ai pris quelques exemples. Troisième point, l'identification d'une signature interféron permet probablement dans l'avenir d'aller vers une médecine immunothérapique plus personnalisée. Vous avez compris avec l'anticorps anti-récepteur à l'interféron, qu'on peut préciser qui répondra le mieux à ce type de stratégie. Et puis, dernier point, c'était un peu la fin de ma conclusion thérapeutique, il y a plein de pistes à explorer, donc peut-être que dans 2-3 ans, on aura des stratégies interférons encore différentes, en particulier, et je pense qu'on y viendra, des stratégies anti-JAK qui s'affirmeront certainement. Est-ce qu'elles seront suffisantes ou pas? Est-ce qu'il faudra les combiner à d'autres stratégies? Ça, nous verrons, c'est la suite de l'histoire, et je vous invite quelques mois, quelques années à refaire la suite du film et on verra un peu comment les choses se sont développées. Merci à tous, j'espère que c'était pas trop compliqué, mais c'est un sujet très pointu que vous pourrez réécouter, c'est tout l'avantage, et prendre le temps de regarder les quelques papiers que j'ai cités. En tout cas, j'espère qu'on a partagé un beau moment ensemble et à une prochaine aventure. À bientôt à tous.